Depuis la nuit des temps, des femmes tracent des voies. Des voies inspirantes, surprenantes, que nous pourrions emprunter même juste le temps d'un pas de côté. Depuis la nuit des temps, des femmes pensent, créent, brisent les entraves, défient l'impossible et s'inventent une destinée. Elles sont notre précieux héritage, mais nous les connaissons si peu. Dans ce podcast, nous vous proposons de marcher dans leurs pas. Ensemble, on va conjuguer l'histoire au féminin pour s'enrichir et pour déployer nos ailes. Dans chaque épisode, notre invitée nous parle de 2 femmes qui ont transformé sa vie. Nous sommes Alexandra et Caroline. Bienvenue dans Donne-moi des ailes. Aujourd'hui, nous recevons Vincent Canté, alias Vinz. Donne-moi des ailes. E-2-L-E-S. Bonjour Vinz, bienvenue dans Donne-moi des ailes. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes pour toute une génération la voix sympa qu'on se passait dans les oreilles avant d'aller dormir. Vous avez passé votre enfance à Anderlecht, en Belgique, et êtes aujourd'hui père de 2 enfants. Vous avez été l'un des animateurs vedettes de Fun Radio et de Énergie en Belgique et mené une belle carrière de DJ. Vous avez mixé aux 4 coins du monde et partagé votre passion avec des dizaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux, dont Arthur, le documentariste de Donne-moi des ailes, qui était fan de votre libre antenne. Mais cette vie à 2000 à l'heure s'arrête net avec le Covid et là, en plein confinement, l'appel de l'écologie change votre vie. Vous prenez conscience de l'urgence. Le lien entre cette crise sanitaire majeure et le bouleversement climatique vous saute à la figure, vous mettez des mots sur l'éco-anxiété qui vous touche, vous dévorez les rapports du GIEC, comme plein d'autres sources, et là, c'est la révélation, vous décidez de mettre votre poids et votre voix au service de l'écologie. Limite, votre média voit donc le jour en 2021 et est depuis un outil pédagogique plébiscité pour mieux comprendre ces fameuses limites planétaires. Votre militantisme est au cœur de votre propos, comme on peut le voir dans vos documentaires dans lesquels vous donnez de la visibilité à des militantes très inspirantes comme Chloé Mikolajczak, Claire Nouvian ou encore Adélaïde Charlier. D'animateur radio vedette à journaliste activiste qui se bat pour protéger le vivant, l'écart est grand, mais c'est vraiment inspirant. Merci de venir nous donner des ailes aujourd'hui. Waouh, je suis très honoré, merci pour tout ce que vous dites là. C'est drôle, quand je réécoute ça, je me dis, waouh, ok, le parcours il a été long, il a été large, il a été très très diversifié. C'est vraiment le hasard qui m'a fait des surprises, quoi. Et la volonté aussi. Donne-moi des ailes. Ce n'est pas si fréquent qu'on nous présente des contemporaines à ce micro et on adore ça, nous, de pouvoir mettre en lumière les femmes d'aujourd'hui. Et vous avez choisi de nous présenter Angela Davis, une icône de la lutte pour les droits humains, et Yamina Saeb, une chercheuse spécialisée dans l'efficacité énergétique. Une belle manière de montrer que la lutte est multiforme et que pour qu'advienne enfin un monde plus juste, pour toutes et tous, on a besoin de jus de cerveau, de bras et de voix différentes. Avant de découvrir qui est vraiment Angela Davis, laissons-lui la parole. Angela Davis, être noire en 1978 aux États-Unis, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on est toujours victime du racisme, victime de l'injustice. Et je sais que le président des États-Unis essaye de nier le fait que le racisme ne s'est pas reculé pendant les dernières années, mais le racisme est peut-être même plus fort aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Un noir, ça continue à être un 3/5 d'homme. Peut-être même moins maintenant. 16 janvier 1978. Angela Davis prononce ces mots qui résonnent encore si fort 45 ans plus tard. Le racisme est structurel. Et ça, Angela Davis l'a bien compris, elle qui a dédié sa vie aux droits humains. Militante, philosophe, pacifiste, écrivaine, féministe, abolitionniste, il est impossible de la définir sans la limiter, tant elle en a fait pour défendre les minorités. Elle est l'une des pionnières de l'intersectionnalité, un concept qui fait couler beaucoup d'encre et suscite pas mal de crispations alors qu'il dénonce pourtant une réalité bien triste, l'imbrication des discriminations. Être noire et femme, par exemple, ou encore être pauvre et issue de l'immigration. Angela Davis, en tant que femme noire militante antiraciste, sait de quoi elle cause et surtout, elle veut que ça change. Elle naît en 1944 en Alabama, dans une des villes les plus racistes d'Amérique. Les hommes du Ku Klux Klan rythment son enfance en perpétuant des actes d'une violence inouïe contre la population noire en toute impunité. Brillante et battante, elle réussit à intégrer les plus grandes universités de New York, Francfort et Paris. Elle décroche son diplôme de philosophie alors que les émeutes raciales éclatent aux États-Unis.
Elle décide alors, en 1965, à 21 ans, de rentrer en Californie et de rejoindre les Black Panthers, un mouvement armé qui réclame l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Au début des années 70, elle passe 18 mois en détention préventive après avoir été placée par le FBI sur la liste des 10 personnes les plus recherchées aux États-Unis. Dès sa sortie de prison, elle commence à être publiée et enseigne dans de nombreuses universités. Elle est encore aujourd'hui professeure émérite d'histoire de la conscience à l'Université de Californie à Santa Cruz. Parmi ses livres traduits en français, on peut citer Femmes, race et classe, une lutte sans trêve ou encore Sur la liberté. Aujourd'hui, elle est âgée de 80 ans. Elle semble infatigable et incarne encore le visage d'un activisme dans la durée. À travers ses écrits et ses prises de parole très attendues, Angela Davis inspire encore aujourd'hui des millions de personnes en lutte pour une société plus juste. Waouh. Pourquoi évoquer Angela Davis à ce micro aujourd'hui ? Parce que ça m'a permis de répondre à pas mal de questions que je me posais et qui ont toujours été soit éludées par des professeurs que je pouvais avoir. Je suis d'origine sénégalaise, enfin mon père est lui-même déjà métissé entre le Maroc, le Mali et le Sénégal. Et ayant vécu très jeune au Sénégal et en étant ici originaire de Bruxelles, Belgique, être confronté au racisme, lorsqu'on le dit, lorsqu'on en parle, généralement, les personnes qui doivent prendre le temps d'écouter ce que ça procure comme émotion n'étaient pas là. Et disaient, tu fais ta victime, t'en fais trop, regarde la chance que t'as. En fait, dans leur discours, le considérer que de regarder la chance que j'avais de pouvoir bénéficier de certaines choses me plaçait déjà dans un système hiérarchique où je devais, moi, être remercier d'une certaine façon le fait d'avoir l'école gratuite, le fait d'avoir des hôpitaux qui fonctionnaient, le fait d'avoir des vêtements, mais sous prétexte que j'avais une origine. Et donc déjà là, je me suis dit, mais déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand tu vis ça très jeune et que tu comprends que tu es un citoyen différent des autres citoyens, alors que pourtant je suis en Belgique, mon histoire elle est belge, étant métissé d'une mère blanche, blonde aux yeux bleus. Dans mon arbre généalogique, j'ai de l'histoire avec un grand-père qui a été fait prisonnier dans la Deuxième Guerre mondiale par l'Allemagne nazie. J'ai mon arrière-grand-père qui a fait les tranchées. Donc en fait, mon rapport à la Belgique, il est extrêmement lié à sa construction, à son histoire. Mais pourtant non, je resterai encore et encore aujourd'hui un Belge moins important que d'autres Belges. Et aujourd'hui, je remarque que cette parole se libère de plus en plus et s'assume de plus en plus, où des gens n'ont aucun problème à estimer que je suis moins important qu'eux, alors peut-être que c'est simplement une différence de couleur de peau. Et Angela Davis a trouvé du sens, m'a permis de répondre à toutes ces questions-là. Et ces paroles d'Angela Davis font peur à toute une caste de personnes qui n'hésitent pas en fait à donner l'impression qu'il s'agit de quelque chose qui est là pour détruire le tissu social, exploser les valeurs, alors que pas du tout. On est simplement en train de prôner du vivre ensemble. Et je pense notamment à ceux qui agitent l'épouvantail du wokisme, par exemple. Et comment est-ce que vous avez eu connaissance de sa parole ? Parce que c'est malheureux, mais elle n'est pas si connue que ça en Europe. C'est à partir du moment où j'ai compris, je me suis intéressé à l'écologie. En fait, quand on remarque, quand on commence à découvrir le changement climatique, on essaie de comprendre les causes, les raisons humaines, on arrive très vite à un problème économique. On remarque que c'est le système économique, comment il fonctionne, qui nous amène en fait à détruire la biodiversité, à épuiser les ressources, à servir les êtres humains. Et après, forcément, ça nous amène sur la remise en question du capitalisme et du néolibéralisme, qui a réussi en fait à asservir les êtres humains, à les emprisonner dans certaines conditions où il est très difficile de s'élever dans les hiérarchies. Et on remarque en fait que c'est basé sur un extractivisme délétère qui a tout accéléré, qui a eu besoin de théories racistes pour pouvoir exister. Et à ce moment-là, quand on comprend l'ampleur de la chose, ça m'amène naturellement à comprendre les luttes ouvrières, à découvrir que 95% des Américains noirs de couleur de peau noire sont des ouvriers, et que ça n'a pas beaucoup évolué. Et à ce moment-là, on se dit, ok, il y a un problème dans le système économique dans lequel on vit. Au-delà de l'impact qu'il a sur le vivant, c'est l'impact qu'il a aussi sur les êtres humains et sur les gens de couleur de peau différentes. Et elle a répondu à d'innombrables questions, avec beaucoup de rigueur. Et est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de la rencontrer en vrai ? Non, elle est venue en Belgique un jour, j'avais moi-même une conférence que j'ai tout fait pour annuler, j'ai pas réussi malheureusement, mais je suis persuadé que je vais la rencontrer. Je suis persuadé de faire une vidéo dans le cadre de mon travail avec elle. Ça va couler de source, et ça va être une sorte de grand-mère à qui ça va aussi faire plaisir de voir que le monde entier s'éveille aussi beaucoup plus sur ces questions-là. Et quelle est sa parole qui vous a le plus marqué ?
C'est le transfert des traumatismes. Il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé dans Femmes, race et classe. Vous savez, nous, on n'a pas de statistiques en Europe, en Belgique et en France notamment, sur les ethnies, les différentes ethnies. Ça a été interdit. Eux, aux États-Unis, ils ont accès à ça, ce qui leur permet d'avoir en fait une mesure parfaite de où en sont les personnes de couleur de peau noire. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est de comprendre, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos communautés. Comment se fait-il qu'on ait autant de divorces, autant de séparations, autant de mères célibataires aux États-Unis, en France, en Belgique, dans les communautés congolaises, dans les communautés sénégalaises? Qu'est-ce qui se passe que l'homme noir a une agressivité parfois dans son éducation? Pas tous, attention, ne faisons pas de généralité. Moi, mon père était très, très agressif avec moi et je l'ai compris par la suite. Aller voir un psychologue n'était pas dans notre culture, ça se fait pas, on fait pas ce genre de truc, c'est quoi? Tout ce qui est accepter les émotions. Et en fait, Angela Davis répond beaucoup à ces questions à travers le prisme américain, de gens qui ont été arrachés à leur continent à une période et qui ont été déshumanisés et qui n'avaient plus aucun repère, ont perdu leur culture, ont perdu leur ancestralité, ont perdu leur histoire, ne savent même pas de quelle région ils viennent en Afrique. Et en étant dans ces plantations, en fait, ont dû se reconstruire malgré tout, mais ça a été impossible. Les femmes faisaient la même chose que les hommes en termes de pression au travail, et les femmes étaient violées devant les hommes parce que il y avait un complexe de l'homme blanc par rapport à la taille du pénis, et il fallait absolument une pensée archaïque comme ça, donc ça se demandait qui étaient les sauvages dans la perception en plus de l'époque, de devoir reprendre le contrôle sur l'homme, et quand l'homme ne travaillait pas suffisamment, violait sa femme devant lui. Et en fait, il y a eu une destruction complète. Vraiment, j'en ai des émotions parce qu'elles ont dû tellement rester fortes à s'occuper des enfants et continuer à devoir aller travailler. Et porter ses enfants. Et porter ses enfants. Et que ces gens-là ont été humiliés, détruits, ne sachant pas en fait c'était quoi être une famille. Et puis dès la libération, enfin de la fin de l'esclavagisme, on a remarqué que dans les familles, il y a quelque chose qui a perduré. Se reconstruire a demandé des générations. Et on n'y est toujours pas en fait. Et J. Cole, un rappeur, le raconte très très bien, et raconte beaucoup justement ce qui se passe dans les familles afro-américaines encore aujourd'hui, avec la drogue qui s'insère facilement, les addictions qui s'insèrent facilement, parce que il faut encore beaucoup de temps pour qu'on puisse enfin être dans une situation personnellement apaisée. Et ça m'a permis de comprendre plein de choses sur l'histoire de mon père, sur sa relation avec moi, sa relation aux femmes, sa relation au monde. Et le fait d'avoir eu Angela Davis sur mon chemin, le fait de m'intéresser à tous ces questionnements-là, je pense qu'on fait de moi un père beaucoup plus averti et beaucoup plus à même de pouvoir briser des cycles qui se répètent. Et merci à elle, franchement, voilà. J'en ai vraiment des frissons. Ah oui. Et la fin du silence, en même temps que la capacité à comprendre, ça guérit. Alors c'est ça que vous nous dites ? Totalement. Ça guérit et ça permet en fait de passer du cercle vicieux au cercle vertueux. Puisqu'on a compris les patterns, on a compris en fait les cycles qui se répètent et les choses qu'on porte en nous, on travaille de façon à ce que les enfants n'en soient pas marqués. Parce que c'est en le vivant jeune, malheureusement, que ça se perpétue pour le restant des jours. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que des enfants qui savent qu'ils peuvent avoir confiance totale en leurs parents. Et pour ça, il faut que les parents aient fait ce travail aussi en eux. Et c'est difficile, vraiment. Mais voilà, on a les clés aujourd'hui. Avec un podcast qui s'appelle Donne-moi des ailes, la liberté, et en particulier la liberté intérieure, c'est vraiment un sujet qui nous parle. Et Angela Davis, c'est vraiment une figure de l'émancipation, de la liberté. Ce serait quoi votre définition de la liberté, Vince Canté ? Elle est très complexe. On dit toujours cette phrase très cliché, que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Voilà. La liberté, sous la forme avec laquelle nous la vivons aujourd'hui, elle est dans un système économique qui en fait nous emprisonne et donne une illusion de liberté. Et quand bien même, ce système économique dans lequel on est nous a amené fondamentalement, par rapport en tout cas à sa vision, une forme de liberté, voilà, mais sous prétexte de devoir vivre une forme de pénibilité, de devoir travailler derrière pour pouvoir en obtenir. Et le temps investi dans le travail n'est pas le même temps que celui qu'on récupère en matière de divertissement, en matière de liberté, de genre, je vais partir en vacances, je vais sac à dos, etc. Il faut donner un tiers de sa vie pour pouvoir profiter d'un dixième. Et le reste du temps, on dort. Donc, et la liberté dans le système économique dans lequel on est, c'est l'argent. C'est effroyable, mais c'est comme ça. Ce qui est assez particulier pour moi, c'est maintenant, je vais retourner à des notions de liberté qui sortent un petit peu de ce prisme-là, c'est de pouvoir en fait vivre des ressources qui se trouvent autour de nous et d'en être heureux et d'en être content. Et ça, pour moi, c'est la liberté fondamentale.
Je rappelais qu'en 1972, elle a échappé de peu à la peine de mort grâce à l'ampleur de mobilisation. Des mobilisations massives ont pu permettre que le droit à l'IVG soit acquis, qu'il n'y ait plus de ségrégation dans les bus. Est-ce que c'est quelque chose qui vous porte ? Ce qui est merveilleux là-dedans, c'est quand on a l'impression que tout est foutu et qu'on est prisonnier d'une condition et c'est très difficile d'en sortir. Souvent on se dit ouais mais toi moi j'aurais fait ça à ta place, oui mais tu n'es pas moi, je ne vis pas avec ton expérience. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'après c'est une mobilisation, c'est large et de l'un d'un individu comme Angela Davis qui est une lumière et que le système a essayé de faire taire et heureusement ça aurait pu finir en Martin Luther King ou Malcolm X. Et ben ce qui est génial en fait c'est que quand les gens jusqu'à Jean-Paul Sartre en France se mobilisent, c'est vraiment pour dire à quel point t'as été une lumière incroyable. Et donc oui, les petits individus, parfois, on a tendance à se dire ouais, mais non. Et d'ailleurs, je pense que pour passer de l'individu à la mobilisation de groupe, il faut rester aligné avec ses principes, ses valeurs. Il faut faire passer sa petite personne, son ego, en second plan du bien commun. Et ça, je crois que c'est la lutte la plus compliquée actuelle pour l'être humain. Angela Davis, aujourd'hui, elle a 80 ans. Comment on fait quand même pour rester une lumière comme ça aussi longtemps ? Qu'est-ce qu'on va chercher comme ressource en soi pour être encore là à 80 ans sur scène, pour passer des messages et propager la lumière ? Il faudrait le demander directement à elle. Mais à votre avis ? Je pense que c'est la conviction. La puissance que ça représente, le fait... Angela Davis, c'est pas rien, le travail qu'elle a fait, elle a étudié tous les sociologues de l'époque qui ont analysé justement le racisme, elle a été jusque dans tous les écrits, en profondeur, elle a un bagage mais qui est phénoménal, et en fait ce bagage-là, à partir du moment où elle l'a mis en exercice politique et qu'elle n'a pas lâché, je pense que c'est toute cette compréhension du monde qui fait qu'à un moment donné, oui, Angela Davis comprend mieux le monde que n'importe quelle personne qui naît sur Terre et qui vit le racisme en plus de ça. Et bien à partir de ce moment-là, quand tu sais que tes paroles, tes mots permettent à des personnes de s'érudir, de comprendre mieux le monde et de le rendre meilleur, mais je crois que ça crée aussi potentiellement une force en toi qui fait que tu ne lâches pas et que tu te donnes encore à fond et jusqu'à ton dernier souffle. Voilà, Angela Davis, elle incarne ça et elle l'incarnera jusqu'à son dernier souffle. Vous lui diriez quoi si vous aviez l'occasion de la rencontrer ? Merci. Juste merci. C'est tout, je lui fais un hug, je la prends dans mes bras, je la serre très fort et je lui dis merci. Tout a été dit, les mots ont été placés, tout a été raconté et je lui dis je partage ce que tu fais. Voilà, je le partage à d'autres. C'est tout. J'ai reçu le soutien de 1000 mères. Ma fille, je te le lègue, un menton haut et fier, cœur libre, poing en l'air. Sois ma divine laitière, j'ai reçu le soutien. Son nom ne vous dit sans doute pas grand-chose, à moins que, comme notre invité, vous n'ayez lu en profondeur les derniers rapports du GIEC, jusqu'à connaître par cœur la liste des autrices et des auteurs dont elle fait partie. Pourtant, retenez ce nom, car Yamina Saeb est une figure incontournable dans le secteur de l'énergie. Donne-moi des ailes. E-2-L-E-S. Son domaine de prédilection, c'est l'efficacité énergétique des bâtiments. Et à ce titre, elle est actuellement analyste senior en politique énergétique à l'IPCC, un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a pour objectif d'évaluer l'ampleur, les causes et les conséquences du changement climatique en cours. Rien que ça. Elle est aussi enseignante à Sciences Po Paris et son parcours est tout simplement impressionnant. Française d'origine kabyle, elle vit en Europe et aux États-Unis et en 1999, son diplôme d'ingénieur en poche, elle intègre l'école des hautes études en sciences sociales à Paris et décroche un doctorat en énergétique. Après, elle collectionne les postes très prestigieux. Elle a été notamment responsable politique et scientifique dans un centre de recherche de la Commission européenne, puis analyste principale des politiques d'efficacité énergétique à l'Agence internationale de l'énergie. En mai 2023, Yamina Saeb a carrément co-organisé le premier sommet international sur le thème de la sobriété. Et comme elle est convaincue que c'est un thème d'importance majeure pour notre avenir sur la planète, elle a créé à Paris, en 2024, le Laboratoire mondial de la sobriété.
Un grand merci, Vince, de nous avoir fait découvrir cette femme passionnante qui a tant à nous apprendre en ces temps tourmentés. Alors dites-nous, comment est-ce que vous avez eu connaissance de Yamina Saeb ? Alors, c'est toujours drôle, quand je rencontre des gens, j'oublie dans quelles conditions je les ai rencontrés. Donc c'est pas en lisant son nom dans un rapport du GIEC. Non, c'est pas dans le rapport du GIEC, c'est avec le TCE. En fait, on est en 2021, 2022, je creuse beaucoup les questions liées à l'écologie, beaucoup trop, et je tombe sur le dossier du TCE, le traité sur la charte énergétique, qui en fait expliquait que dans les années 80, quelque chose a été signé dans les pays européens qui visait en fait à protéger l'énergie. Et l'énergie étant essentiellement fossile, ça permettait en fait à toute personne qui était lésée, toute entreprise, pouvait porter plainte dans des tribunaux privés contre des États qui auraient mis des lois en place qui ne leur convient pas et demander des milliards. Et en fait, ça commençait à se faire. Et force est de constater que ces entreprises qui sont lésées, ces entreprises pétrolières d'énergie fossile qui mentent depuis très longtemps et qui sèment le doute et font croire que leurs activités pendant longtemps n'avaient pas vraiment d'importance dans le changement climatique alors qu'ils étaient au courant depuis très longtemps. Qu'est-ce qui a commencé à se passer ? Des entreprises disent ouais, moi avec mon truc de gaz on me ferme, ça m'arrange pas, votre loi me plombe, boum, on va vous demander 2 milliards. Et ce traité pour la charte énergétique, il fallait absolument que les pays européens en sortent. Et Yamina Saeb a été la lanceuse d'alerte. Personne n'en parlait avant elle. Et comment est-ce qu'elle s'est mise à en parler ? Et c'est assez incroyable. En fait, elle était dans un bureau, elle travaille pour un bureau. Et là-bas, en fait, elle tombe sur le traité de la charte énergétique. Et Yamina Saeb est une femme très talentueuse. À mon sens, c'est une génie, vraiment. Mathématicienne incroyable. Elle commence à analyser, à lire. Et elle se dit, mais ça va pas être possible. C'est-à-dire que les pays vont devoir s'endetter à rembourser des compagnies qu'on doit absolument limiter à cause du changement climatique et qui vont plomber toute transition écologique. Et en fait, il y avait une sorte de statu quo des compagnies d'énergie qui tenaient littéralement les États par le bas du corps pour leur dire non, attention, on va agiter le traité de la charte énergétique. Elle a été lanceuse d'alerte. Elle a permis à ce qu'il y ait une mobilisation, à ce que j'en parle. C'est grâce à elle, moi j'ai lu une interview d'elle. Et cette interview-là a fait que je l'ai contactée, j'ai voulu discuter avec elle, on s'est vu, on a parlé, ensuite elle a été chez Blast, elle a été un petit peu partout. Et c'est grâce à Yamina Saeb, à mon sens, vraiment, que ce sujet est monté jusqu'à l'Europe. Et puis ça y est, on est sorti, et c'est compliqué, parce que pendant que les pays en sortent, il faut que l'Union européenne entière en sorte, il fallait que ça passe par le Parlement, par la Commission, par le Conseil européen. Merci Yamina Saeb, elle a été la lanceuse d'alerte. On lui doit beaucoup, elle a eu des menaces. Quand elle a découvert ça dans le bureau où elle travaillait, et que ce bureau en fait était là pour protéger en fait le TCE, elle a commencé à avoir de la pression, de l'harcèlement au travail, on a tenté de la faire taire. Grâce à elle, non, et on est sorti de ça, c'est une victoire. Et qu'est-ce qui vous touche le plus en elle ? Est-ce que c'est sa persistance ou... Ses connaissances. Ses connaissances, le fait qu'elle ait tout calculé, qu'elle ait lu des modèles, c'est une mathématicienne vraiment d'orfèvre. Moi, je me rendais pas très bien compte que c'était qu'être docteur en énergétique. Et quand j'ai commencé à échanger avec elle, elle m'enseignait des concepts extrêmement complexes, mais avec une aisance, une facilité, une capacité de vulgarisation, comme très peu on sait cette capacité-là. Et c'est là qu'on reconnaît les génies, en fait, quand quelque chose saute aux yeux, est d'une simplicité. C'est là où on reconnaît Einstein. Elle a réussi, en fait, à faire un calcul de l'efficacité énergétique, au lieu d'inciter absolument tout le monde à... Des petits gestes de chacun et de chacune. Au-delà de ça, à carrément changer l'isolation thermique, donc à rénover son logement, parce que c'est ce qu'aujourd'hui l'État français demande, l'Europe demande, la Belgique demande. Si vous renouvelez et que vous isolez correctement, parce qu'on a des passoires thermiques, c'est 30% des gaz à effet de serre. Si vous faites ça, on a des économies d'énergie, on réduit les émissions de gaz à effet de serre. Et Yamina a fait un calcul, mais qui est merveilleux, en partant de l'équation de Kaya. Je ne vais pas vous rentrer dans tous les détails. Elle a juste dit, par rapport au vieillissement de la population, elle avait fait un calcul en disant, comme on passe en moyenne de 100 mètres carrés à 30 mètres carrés, en vieillissant, là où on doit pouvoir aujourd'hui concentrer le travail sur l'isolation, c'est dans les maisons de repos. On est à 3 pour 100 mètres carrés. Tu favorises le fait de vivre ensemble et donc que l'énergie utilisée ne soit pas pour une personne mais pour 3 personnes. Ce qui veut dire que si ces personnes se séparaient, ce serait 3 fois plus d'énergie. Et elle a fait tout un modèle en disant voilà, la population vieillit, le mètre carré diminue, on fait le travail là. À l'échelle européenne, on arrive à faire mieux que les engagements. C'est la sobriété. Elle le raconte à Beyond Growth au Parlement européen.
il y a les commissaires d'Ursula von der Leyen qui l'appellent, enfin les collègues qui lui disent « on voudrait vous parler ». Personne n'a pensé à ça. Où est-ce qu'on fait le travail réellement de devoir isoler et où est-ce qu'on fait le travail de vivre ensemble? Elle est venue avec un truc et on a la vidéo. Elle me le gratte sur un bout de papier. Elle me dit voilà. Pour moi, on est dans des niveaux d'Einstein. Et d'où son laboratoire de la sobriété qui va être quelque chose de déterminant à l'avenir. Son truc va être précurseur. Et d'ailleurs, elle a été celle qui a beaucoup mieux contextualisé le mot sufficiency, donc sobriété, tout à fait. en anglais, dans le rapport du GIEC, en mettant beaucoup plus l'accent là-dessus. Elle est vraiment déterminante là-dedans. Oui, ça nous a frappé parce que justement, en préparant l'interview, on a vu que, en fait, quand elle a commencé à travailler sur le sujet, le concept n'existait pas en fait en tant que sujet d'étude scientifique. Et nous qui bossons sur les questions féministes, on voit à quel point le fait d'exister dans la langue et dans la recherche, ça change tout parce que ça permet de sortir de l'idéologie. Totalement. Et ça permet vraiment de gagner en légitimité. Donc j'imagine que ça vous parle aussi, vous qui êtes un militant. Ce genre de cerveau-là, quand ce sont des femmes, c'est très difficile. Quand elle m'a parlé, Yamina, et qu'elle m'a fait la formule, elle est partie sur la base de l'équation de Kaya, qui explique simplement que par population, par énergie, ça fait autant de CO2 dans l'atmosphère. Et en repartant de cette équation, je dis, mais Yamina, il faut donner un nom à cette équation. Elle me dit, oui, avec mes collègues, ils m'ont dit équation de Gaïa. Gaïa, la Terre et tout. Je fais, Yamina, appelle ça l'équation de Saeb. Et elle regarde, elle fait, pourquoi mais Yamina, équation de Saeb, c'est normal. Et ben c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'elle se rend même pas compte de son truc. Elle va rentrer dans l'histoire, il faudra encore un peu de temps. Et son laboratoire de la sobriété va déranger beaucoup de monde, mais je pense va à un moment donné devenir une institution. J'en suis persuadé. Alors, ce qui est chouette, ça ne peut que nous réjouir dans Donne-moi des ailes, c'est que on voit bien que les deux femmes que vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui, c'est une donnée importante pour vous qu'elles soient tout à fait brillantes et absolument géniales. Et quand on voit à quel point l'histoire, les scientifiques, les savants n'ont cessé d'essayer de démontrer que les femmes étaient moins intelligentes que les hommes, ça fait vraiment du bien. De voir qu'un homme aujourd'hui célèbre des femmes pour leur intellect. Pour leur génie. Mais je viens de loin, hein, je vais être très honnête avec vous. C'est l'écologie qui m'a amené à ça. Enfin, on arrive dans l'écoféminisme. Quand on comprend qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui par rapport aux limites planétaires, l'habitabilité de la planète Terre, par rapport aux humains, naturellement, en fait, on se rend compte que le patriarcat, et c'est inscrit dans les gènes malheureusement depuis très longtemps, mais la culture est capable d'aller au-delà de ça. Et c'est très bien qu'on parle de ça parce que j'ai découvert effectivement que les femmes ont été très masquées dans l'histoire, très cachées. Et juste sur le plus gros sujet qui nous intéresse aujourd'hui, en tout cas dans l'actualité en général, c'est le changement climatique. Tout le monde pense que c'est John Tyndall qui a découvert que c'était le CO2 qui changeait le climat. Ben non, c'est Eunice Newton-Foot, qui est une femme qui, à l'époque, on parle de 1700, fin 1700, 1800 et des poussières, 1820 je pense. Et cette dame-là a fait des tests en laboratoire, elle-même, qu'elle a réussi à faire publier à travers le nom de son mari, dans lequel elle avait inséré du CO2 dans des tubes, elle avait mis ça à la lumière du soleil, et puis elle a mesuré la température, et elle a dit, c'est indéniable que le CO2 change la température d'un objet, en tout cas dans lequel il est. Et c'est elle qui a découvert ça. Peut-être que c'est bien pour nos auditrices et auditeurs, et pour nous-mêmes aussi, que vous nous expliquiez un peu ce que c'est que la sobriété, parce qu'on en a peut-être une vision un peu stéréotypée. Ouais. Cliché plutôt. La sobriété, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Vivre sobrement, c'est ne pas avoir besoin de toute la profusion matérielle, énergétique que le monde nous offre. Par exemple, pour venir dans ce studio-ci, j'aurais pu prendre ma voiture. Ben non, je vois le temps, je me dis ça va, tout va bien. Je pouvais soit prendre le bus 34, soit je pouvais prendre ma trottinette. Ben, j'ai pris ma trottinette. Sobriété. Ce qui m'amène au même résultat, je suis avec vous aussi, là, devant vous, et j'ai utilisé moins d'énergie. Eh ben, c'est comment est-ce qu'on va réussir et comment est-ce qu'on fait pour se réorganiser à vivre nos vies en consommant moins d'énergie. Et pourquoi est-ce qu'il faut absolument le faire? Parce que l'énergie est en chute libre. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que dans cette continuité-là, les énergies s'accaparant tout au-dessus, les premiers à encaisser la sobriété de force, eh ben, c'est ceux qui sont en bas de l'échelle. Et c'est plus de la sobriété, c'est de la pauvreté. Et c'est ça tout le problème. Sobriété, c'est quand on le veut, on le souhaite, on le décide, par éducation, par compréhension des enjeux. La pauvreté, c'est quand tu sais pas ce qui t'arrive et que tu le subis. Mais justement, comment on fait? Parce que vous, votre vie d'avant, c'était quand même tout sauf la sobriété. Quand vous étiez animateur radio et que vous alliez aux quatre coins du monde, comment on fait pour engager le dialogue avec des personnes qui sont encore sur ce schéma-là, finalement? Parce que nous, on voit qu'on touche tout le temps les mêmes personnes. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir ouvrir et toucher ces personnes qui sont encore dans ce récit-là et qui ont peut-être été toute leur vie dedans?
Comment vous faites-vous? La communication, j'essaye un maximum de semer des graines. On a fait le film Même pas peur qui parle de ça, de comment est-ce qu'on passe à l'action. J'essaye déjà de faire prendre conscience aux gens dans la situation dans laquelle ils sont. Et ils sont conscients qu'ils sont dans une prison. Mais ils doivent être accompagnés. Et c'est difficile parce que ce qui les paralyse, c'est le temps. Plus on est bas dans la hiérarchie sociale, moins on a de temps. Plus en fait on est esclave d'un système, on doit foncer, déposer les enfants là, chercher ça, etc. On n'a pas le temps de réfléchir à ces questions-là. Et ça demande un accompagnement, ça demande de refondre l'école, ça demande à ce que en fait, chaque personne se sente légitime dans cette lutte. Et ça demande de se rassembler. Comment est-ce qu'on fait pour prendre soin de notre santé mentale sur fond de crises multiples? Comment concrètement, peut-être vous faites pour aller bien dans un monde qui va mal? On se rassemble. Pas être seul. Faut surtout pas être seul. C'est la pire des choses. Et seul, on prend les mauvaises décisions. Seul, on est pris par l'angoisse. Et pour sortir de là, c'est dur. Et je suis passé par là. Il faut trouver des gens qui raisonnent comme nous. Il faut on trouve des gens qui valident nos pensées. Et ça demande qu'on se discute. Ça demande qu'on se voit. Ça demande qu'on passe des moments ensemble et qu'on refasse le monde et qu'on crée d'autres mondes. Qu'on vive des expériences. Être en groupe va faire qu'on va on va devenir une force politique. C'est difficile dans un monde où tout est individualisé. Les réseaux sociaux nous individualisent, déterminent quels sont nos goûts et nous suggèrent et nous amènent sur des tendances. La tendance nous individualise en petits sous-groupes qui font de nous des parfaits consommateurs. On est très gros consommateurs lorsqu'on est seul. C'est effroyable comment ce système a réussi à être très doué en la matière en nous comprenant vraiment comment on est. Si on ne trouve plus plaisir là-dedans, et plein de gens ont perdu du sens là-dedans. Je faisais partie de ceux qui ont perdu du sens là-dedans. J'ai retrouvé du sens ailleurs, dans les liens, dans les groupes, dans l'ego AUX, comme le dit Satish Kumar, plutôt que l'ego GO, et tout ça englobé dans l'écho en plus, c'est par là que ça va passer. Il faut que, à mon sens, on trouve une méthodologie, et la méthodologie elle est très simple. On se sent heureux quand on est en groupe, et quand on fait des choses en groupe. Beaucoup plus heureux que quand on achète une paire de Nike. C'est sur ça qu'il faut essayer de capitaliser. C'est sur ça que dans les écoles, on doit essayer de trouver des méthodes de collaboration plutôt que de compétitivité. Et c'est très difficile parce qu'on remarque que le monde, et le monde du sport notamment, sont littéralement tous forgés sur des notions de compétitivité accrue. Et il faut sortir de ça. Voilà. Et ce qu'on a trouvé intéressant aussi dans votre documentaire, c'est en partant de l'éco-anxiété, de se dire mais ça peut être un moteur en fait. Plus qu'une vulnérabilité à traiter, on peut s'appuyer dessus pour faire des choses. C'est par là que ça passe. Je veux dire, à partir du moment où vous vivez quelque chose dans la vie de tous les jours, un choc, l'éco-anxiété, c'est un choc sur le temps long, quoi. Et il n'y a rien à faire. Je pense que la peur, elle nous fait faire trois choses. S'il y a un danger imminent qui arrive, on fige. On est paralysé, on fige. On fait le mort. C'est un truc qui arrive comme ça. Ou alors on attaque, ou alors on fuit. C'est une action de survie. L'angoisse que peut générer l'éco-anxiété, c'est normal, c'est d'angoisser. C'est un instinct de survie qui s'active. Pour soi, pour ses enfants. Si tu as peur, ça veut dire que tu es capable de tout changer dans ta vie et profiter de l'éco-anxiété pour abandonner les choses qui ne te servent à rien, pour bondir et passer de l'autre côté. On passe jamais réellement, on reste toujours dans le même système dans lequel on est. Mais en passant, en mettant un pas l'un après l'autre, en tout cas en essayant d'avancer de l'autre côté, ça y est, c'est l'action. On est déjà dedans, on est déjà en train d'inspirer d'autres personnes, on est déjà en train de construire autre chose, on est déjà en train d'imaginer d'autres choses, on est déjà en train de mettre en place d'autres systèmes, d'autres visions du monde. Et notre entourage, qui lorsqu'il y aura des chocs qui se produiront, seront déjà préparés. Ça me fait penser à cette phrase de Greta Thunberg qui disait « Je veux que vous paniquiez ». I want you to panic. I want you to panic. How you dare. C'est ça. C'est vrai. Et oui, il faut qu'on panique. Il faut qu'on ait peur. Les gens doivent avoir peur. Il y a plein de gens qui disent oui, mais non, mais la peur, le problème, c'est que ça paralyse les gens. Oui, ça paralyse les gens dans un premier temps. Et après, ils se donnent à fond pour la cause. Alors ça peut amener à certaines personnes de se dire oh, tu sais quoi, je continue à aller à fond, de toute façon tout est foutu. Non, tout n'est pas foutu. Non, l'idée là, c'est de se dire la peur va te faire agir. Et c'est le parti pris que j'ai décidé de prendre parce que, pourquoi ? Pour des raisons personnelles et aussi des raisons d'analyse. Moi, je n'étais pas sensibilisé avant ça. Avant que j'ai peur, personnellement, je n'étais pas sensibilisé. Tu avais beau montrer National Geographic, Jardin extraordinaire, un documentaire sur le changement climatique. Oui, il y a des solutions. Regardez, aux Pays-Bas, ils ont commencé à faire ça. Regardez. Ah oui, c'est beau, ça c'est bien. Mais ça, c'est dans un second temps. Tout de suite te montrer les solutions.
En fait, tu dis c'est bon. En fait, naturellement, on est forgé comme ça. On se dit ah mais ça va, il y a déjà quelque chose qui est en cours. Ça te soulage. Et en fait, la mise en action, c'est que dalle. Parce qu'il y a déjà des choses. Tu te dis ah, il y a déjà des choses qui sont mises en place. Mais si tu passes tout de suite par les solutions en mode haute caresse dans le sens du poil jardin extraordinaire, il va rien se passer. Et moi, il s'était rien passé. Et pourtant, je n'étais pas climato-sceptique, mais ça m'a pas affecté plus que ça. Je suis de toute façon, voilà, il semblerait qu'il y ait déjà plein de trucs en place. Les politiciens disent oui, nous sommes occupés. Ah. Et s'il y avait une chose à ajouter sur Yamina Saeb qui nous permettrait d'encore mieux la connaître et qu'on n'a pas encore discuté là aujourd'hui? Il y a un élément. C'est une mère de famille incroyable. Son fils l'accompagne partout. Et c'est génial parce que je me reconnais beaucoup en elle. Parce que moi, partout où je vais, il y a toujours mon fils. Des débats politiques, mon fils est là. Des réunions scientifiques, mon fils est avec moi et tout ça. Et elle, c'est pareil. Elle invite son enfant. Et je pense qu'il y a deux éléments. Un élément qu'elle avait raconté, c'est qu'elle a montré le climat qu'aura son fils à son âge. Et qui forcément sera la même chose pour mon fils. Et là... Ça, c'est vraiment le point de convergence où ça nous explique vraiment pourquoi est-ce qu'on se bat et pourquoi on se donne à fond. Merci. Merci beaucoup de nous avoir donné des ailes aujourd'hui, Vince Canté. Je suis très honoré d'avoir été invité. Cet épisode a été conçu avec beaucoup d'amour par Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto. Pour le son et la réalisation, c'est Charlie Azinco qui a fait des merveilles. Aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles. Quant à vous, quelle inspiratrice vous a donné des ailes ? Partagez votre expérience sur les comptes Facebook ou Instagram du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière.